Simonet, frappe à but! Quel but! Signé Marco Simonet! Quel but! Quel but de David Trezeguet! Quel geste incroyable! Bienvenue sur Monaco, champion de l'an 2000, une série Radio Diagonale. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche, pour ce 8e épisode de notre série Monaco, champion de l'an 2000. Après avoir vu Monaco se détacher complètement en tête du championnat de France, reléguant le deuxième Lyon à 13 points, puis perdre toute chance de doubler dans les autres compétitions, on va aujourd'hui s'intéresser à ceux qui restent, 20 ans après, probablement le match le plus marquant de cette saison, peut-être le seul dont tout le monde se souvienne. Pour cette 30e journée, Monaco se déplace en effet au Vélodrome avec une équation simple. Une victoire offrirait officiellement le titre au rouge et blanc, sur le terrain de leur vieux rival des années Wenger. Tout autre résultat ferait dépendre le sort monégasque des résultats de Lyon et du PSG ce même week-end. En face, les Phocéens sont mal en point. 14e, les Marseillais ne comptent qu'un point d'avance sur Nancy et Le Havre, tous deux relégables. Loin de sa deuxième place de la saison d'avant et de ses ambitions, l'OM lutte tout simplement en cette fin de saison pour son maintien. En décembre, Roland Courbis a même dû quitter la Canebière, cédant sa place à Bernard Casoni. Comme si ça ne suffisait pas, l'OM est privé de plusieurs joueurs majeurs au moment de recevoir la meilleure équipe du championnat. Pires et Dalmas sont suspendus, Gallas et Maurice blessés. Claude Puel doit aussi déplorer quelques absences. Ludovic Giuli est suspendu, Contreras blessé, quant à Rafa Marquez, il est parti rejoindre la sélection mexicaine pour préparer les éliminatoires de la Coupe du Monde. Monaco, en pleine confiance, semble toutefois largement mieux armé sur le papier. Claude Puel aligne le 11 suivant, Barthez dans les buts, Sagnol et Léonard sur les côtés, Kristanval associé à Djetou, qui compense l'absence de Marquez dans l'axe, Sabri Lamouchi glisse sur le flanc droit pour remplacer Giuli, Gallardo garde son couloir gauche, tandis que Farnerud prend place au milieu aux côtés de Dacosta. Devant, le terrible duo Trezeguet-Simonet est aligné. Côté marseillais, Bernard Casoni doit bricoler un 5-3-2. Porato dans les cages, 3 centraux, Martini, Dumas et Abardonado, Frédéric Brando et Patrick Blondeau sur les côtés. Au milieu, Peter Luxin avec un duo de créatifs Jérôme Leroy, Ivan Della Peña, et en attaque, un duo Bakayoko-Pouget. On notera qu'on peut compter dans le 11 marseillais 4 anciens monégasques, Porato, Dumas, Brando et Blondeau, et s'en montera même à 5 en comptant le banc avec Lilian Martin. Marseille n'est pas favori, mais l'OM n'est pas venu en victime expiatoire. Le Vélodrome est bouillant, toute la ville semble rassemblée derrière son équipe qu'elle ne veut pas voir retourner en D2. Et sur le terrain, les Phocéens vont vite répondre présent. Le début de match est plutôt équilibré et les deux équipes s'observent, mais passé 10 minutes, l'OM commence à prendre sérieusement le dessus. Pouget puis Bakayoko sonnent les premières alertes en frôlant le cadre de Barthez. À la 29e minute, l'Ivoirien met même à contribution le meilleur gardien du monde. Barthez repousse, mais seulement pour un temps. 1 minute plus tard, un coup franc d'Ivan Della Peña trouve Cyril Pouget au sein de la surface. L'ancien Messin contrôle, temporise, résiste au duel face à Philippe Kristanval et finit par se jouer du défenseur monégasque en manque d'agressivité, avant de conclure de près entre les jambes de Barthez. L'OM ouvre la marque, et c'est mérité. Monaco est en souffrance, Simonet et Trezeguet ne voient pas le ballon, alors que Bakayoko fait souffrir l'arrière-garde monégasque avec son jeu en pivot. L'agressivité marseillaise fait mal à Monaco, mais quelques minutes plus tard, cette agressivité va dériver une première fois. Après un tacle appuyé de Pontus Farnerud sur Ivan Della Peña, le petit meneur espagnol craque et assène un coup au jeune milieu suédois. Ce dernier n'échappe pas à Linsars, qui exclut logiquement le Marseillais. Pontus Farnerud nous donne sa version de cette action. Je me souviens que j'étais bien sûr dans ce bagarre avec Ivan Della Peña qui a eu le carton rouge. Oui. Et voilà, c'est un peu là où tout a commencé. On a fait un coucou. Et derrière, ça a relancé le bagarre. La tension monte pendant cet arrêt de jeu. Marcelo Gallardo, qui provoque verbalement les Marseillais, reçoit une petite claque de Blondeau, ainsi qu'un carton jaune. Toujours est-il que cette exclusion tombe à pic pour des monégasques étouffés sur le terrain, mais désormais en supériorité numérique. Malheureusement, cet avantage ne va pas durer. Juste avant la mi-temps, Philippe Léonard, à la sortie d'un duel banal et d'une touche concédée, semble glisser un mot à l'arbitre assistant. Ce dernier sort de ses gonds, alerte Monsieur Sars. Déjà averti dans ce match, le Belge reçoit un deuxième jaune stupide et quitte à son tour ses coéquipiers, prenant au passage une soufflante de Sabri Lamouchi. L'arbitre siffle la fin d'une première mi-temps mouvementée, mais le plus chaud est à venir. Après quelques minutes, Laurent Paganelli interrompt le duo Grégoire Margoton-Rémi Garde avec une bombe.
On va voir les deux événements de la première période. Je sais pas, je vais m'avancer peut-être un petit peu, mais il me semble qu'il aurait expulsé Gallardo pendant la mi-temps. Donc à vérifier, il vient de l'appeler dans son vestiaire, il est ressorti en état de crise, Gallardo. Stupeur à l'antenne, stupeur probablement chez tous les supporters monégasques. Quelques minutes plus tard, la confirmation tombe, et c'est un Jean-Luc Ettori complètement désabusé qui vient répondre aux questions de Paga. Et j'en profite parce que je suis avec Jean-Luc Ettori, parce que on est un peu dépité de voir ça. C'est vrai qu'on voit Monaco qui joue bien au football depuis le début de la saison, puis on se rend compte que souvent, quand on est violent avec eux, on se retrouve que c'est les Monégasques qui payent à chaque fois. Donc je pense qu'il y a quand même une rectification à faire là-dessus, non ? Oui, d'abord je voudrais rectifier. C'est lui qui a pris le coup et c'est lui qui est expulsé. Mais enfin bon, passons sur les détails. Je crois qu'on assiste à une parodie de football. C'est vrai que pour nous empêcher de jouer, on n'emploie une manière forte. C'est vrai que ça devient lassant. C'est vrai que ça. Il y a même de l'écœurement parce que pour moi le football c'est pas ça quoi. Je crois que toute équipe a ses armes à faire valoir, mais il y a des limites à pas dépasser. Monsieur Sarr, ça a l'air d'être un peu dépassé, mais enfin bon, c'est malheureux de voir ça. Je crois que de toute façon il y a une chose qui est certaine, on sera champion. Et Marseille, c'est pas certain qu'il reste en première division même s'il gagne ce soir. Donc je pense que nous on est dans le vrai. Maintenant, nos adversaires emploient le jeu qu'ils veulent, c'est leur problème, mais je crois qu'ils font fausse route. Que s'est-il passé exactement dans ce tunnel du Vélodrome ? Si Marcello Gallardo et Christophe Galtier, alors entraîneur adjoint de l'OM, sont exclus pour bagarre, difficile d'en savoir plus quand le match reprend. Monaco, désormais à 9 contre 10, s'est réorganisé en 3-3-2. Rizeux a remplacé Farnerud, Dacosta a reculé aux côtés de Djetou et Kristanval, Lamouchi occupe seul l'axe du milieu, flanqué de Sagnol et Rizeux, tandis que Simonet et Trezeguet sont toujours associés en attaque. Monaco souffre et va bientôt craquer à nouveau. À la 55e minute, servi à l'entrée de la surface, Ibrahima Bakayoko mystifie un Kristanval décidément pas à la fête d'un petit pont, avant de glisser le ballon entre les jambes de Fabien Barthez. 2-0 et une fin de match qui s'annonce compliquée pour Monaco. Et pourtant, ce but va sembler agir comme un électrochoc. Monaco retrouve de l'allant et de l'agressivité, réussit à remettre le pied sur le ballon et à rapidement inquiéter les Marseillais. Sur un coup franc excentré côté gauche, Rizeux est trouvé au second poteau. Le Norvégien remise dans l'axe, Abardonado ne peut que prolonger, et c'est à ce moment-là que David Trezeguet reçoit l'inspiration. Tête de Rizeux. Oh, Abardonado qui se gêne. Et derrière le but, quel but! Quel but de David Trezeguet! Quel geste incroyable! La reprise retournée du champion du monde et 2-1. Et des supporters monégasques qui se lèvent et ce match qui est relancé maintenant. Le match est relancé, d'autant plus que Monaco continue à maîtriser les débats. Bernard Casoni s'énerve, Marseille ne contrôle plus le ballon, et Monaco, avec un jeu direct vers Trezeguet, se fait menaçant. À la 69e minute, Monaco va même égaliser. Rizeux centre en première intention sur Trezeguet, Abardonado est trop juste, et le Monégasque n'a plus qu'à contrôler et ajuster Porato. 2-2 et encore 20 minutes pour tenir le score, pourquoi pas mettre le but du titre? Pour Trezeguet, c'est le 20e but de la saison, et le voici revenu à hauteur de Sonny Anderson au classement des buteurs. Malheureusement, Monaco va craquer. À la 79e minute, Dacosta assure mal sa passe en retrait pour Barthez. Pressé par Brando, le gardien remet au Portugais qui dégage en plein sur un Marseillais. Luxin, en relais, trouve immédiatement un Bakayoko esselé dans la surface. L'Ivoirien conclut de près et redonne l'avantage à l'OM. La tendance a rebasculé, Monaco souffre et se rend compte qu'il a probablement laissé passer sa chance. À la 90e minute, Frédéric Brando viendra même alourdir la note d'une frappe de plus de 30 mètres dans la lucarne de Barthez. L'OM, qui ne l'avait plus emporté en D1 depuis le 15 février, s'impose 4-2 dans un Vélodrome en fusion et reprend une bouffée d'oxygène dans sa quête du maintien. La troisième mi-temps de ce funeste match se jouera en coulisses et devant la commission de discipline de la Ligue. Un feuilleton qui va agiter le foot français. D'après l'arbitre, Alain Sars, Gallardo et Galtier ont été expulsés après une bagarre. Le quatrième arbitre, Philippe Calt, est plus précis dans son rapport. Le Monégasque a répliqué, mais est tombé au sol, puis il y a eu un attroupement. Gallardo a pris des coups, mais c'était la confusion, et je n'ai pas pu distinguer précisément les personnes dans ce bordel. Blessé au visage, Gallardo affirme avoir été frappé par plusieurs autres personnes, joueurs y compris. Il identifiera plus tard formellement Patrick Blondeau et Peter Luxin, confirmant également la présence d'autres personnes. Les agressions sur moi et Gallardo étaient prévues, s'insurge de son côté Marco Simonet. C'est un complot. En effet, Simonet aurait également reçu une gifle de Blondeau dans les couloirs du Vélodrome. Une claque style Belmondo dans ses films, d'après le défenseur monégasque Philippe Léonard. Ce soir, tu fermes ta grande gueule, je veux pas te voir, aurait menacé Blondeau.
De son côté, le coach marseillais Bernard Casoni pointe le tempérament provocateur de Gallardo. Gallardo a envenimé les choses, tout le monde sait que c'est un fouteur de merde, il a récolté ce qu'il a semé. Une parole qui peut faire écho aux nombreux incidents auxquels Gallardo s'est déjà trouvé confronté, que ce soit en Coupe d'Europe, où il a pris 3 matchs de suspension, ou plus récemment à Lyon. Fait troublant dans cet événement, l'absence de caméra dans ce couloir du Vélodrome, expliquant l'absence de toute image de l'épisode. 20 minutes avant la directe, la sécurité de l'OM a interdit les caméras dans le couloir, expliquera le réalisateur de Canal+, Jean-Paul Jaude, même si les Marseillais auront beau jeu de nier toute préméditation. La commission de discipline de la Ligue sanctionnera finalement lourdement les Marseillais, jugés responsables de l'agression. Christophe Galtier est condamné à 6 mois de suspension ferme, et le club écope de la plus lourde sanction financière jamais requise par la commission, 500 000 francs pour défaut de sécurité. Insuffisant toutefois pour Monaco et les adversaires de l'OM dans la lutte au maintien, cette sanction ayant finalement peu d'impact sur le plan sportif, les 3 points n'étant pas remis en cause et aucun joueur n'ayant à subir de suspension. Le plus grave dans cette histoire est sûrement les traces que laisseront cet épisode dans les esprits, dans le groupe monégasque. Contreras expliqua récemment à SoFoot que le meneur argentin s'était montré très déçu, que personne ne l'ait défendu, mais aussi qu'il aurait fortement soupçonné Barthez de complicité, Gallardo faisant potentiellement trop d'ombre médiatique aux champions du monde. Une chose est sûre, si Gallardo fera encore de belles choses à Monaco, son meilleur est désormais derrière lui et il ne retrouvera jamais son niveau de 2000. Cet épisode signe aussi la fin des relations entre Barthez et son coach, Puel semblant accréditer la thèse d'un Barthez de connivence avec son ancien club. Je ne te fais pas confiance, tu nous as fait quelque chose à Marseille, tu avais une dette le jour du match au stade Vélodrome, tu as été acheté par l'OM, aurait déclaré Puel à son gardien, poussant ce dernier à demander immédiatement son transfert au président Campora, ce qui arrivera en fin de saison. Ce match a-t-il définitivement cassé la dynamique monégasque? Intervenant trop tard pour remettre en cause le titre de 2000, toutes les hypothèses sont toutefois sur la table quant au déclin de l'équipe la saison suivante. Si Jean-Pierre Rivet, qui couvrait à l'époque le club pour le journal L'Équipe, est sur la thèse d'un match tournant, Pontus Farnerud la réfute. On écoute les 2 témoignages. Moi, j'en suis intimement persuadé. Ce match, il a cassé quelque chose. C'était très violent, visiblement. Hein. Et puis bon, d'après les échos que j'ai pu avoir par derrière, si vous voulez, ce qui a été compliqué, c'est que Puel et son équipe se sont pas sentis très soutenus par leurs dirigeants à ce moment-là. Hein. Président Campora a fait des déclarations assez bien senties dans les 2 jours qui ont suivi le match, comme quoi c'était inadmissible, des choses comme ça. Et Puel était très remonté. Moi, j'ai vu dans la semaine d'après, Puel était prêt à aller au bout de ce qu'il fallait aller pour que des sanctions tombent, pour qu'il y ait vraiment des choses qui se passent. Et à ce moment-là, Campora, qui était quand même quelqu'un d'assez, consensuel dans le football français, qui aimait pas trop les vagues, il n'a pas été jusqu'au boutiste comme Puel pouvait l'être. Et donc je pense que ça a marqué déjà un début de cassure entre les deux, entre le président et l'entraîneur. Non, pas vraiment. Moi personnellement, j'ai pas ressenti ça. On a continué de gagner des matchs et peut-être on a pu avoir la possibilité de gagner la Coupe de France aussi. Mais en tout cas pour moi, c'était pas quelque chose qui s'est cassé. Après, je sais qu'il y a eu des départs et tout ça, mais je pense que ça c'est sportivement par rapport à qu'ils avaient envie de retrouver d'autres champions. Monaco a donc raté une belle opportunité de valider son titre tout en enfonçant l'OM. Ce dernier reste toutefois promis au rouge et blanc, et nous reviendrons dans le prochain épisode sur la fin de saison et la célébration de ce 7e titre de champion de France. D'ici là, portez-vous bien et Dagé Monégo.